Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir de vous revoir à votre émission À l'affût. Cette semaine, en reportage, une chasse aux dindons sauvages dans la zone 3 avec Pascal Allary et un débutant, M. Nathaniel Leduc. Et Vincent Cloutier vient nous parler des bases et des montures pour bien installer notre lunette de visée sur notre carabine. Toujours un grand plaisir de retrouver Vincent Cloutier, notre technicien spécialiste. Bonjour Vincent. Bonjour Sylvain. Je suis content de voir les éléments que tu as amenés, qui sont sur la table, parce que pour certains, c'est du véritable chinois. Ouais. Ça prend quand même certaines connaissances techniques. Il faut quand même bien se démêler. Et on parle des bases et des montures pour recevoir un télescope de chasse sur notre carabine. Oui, il faut penser que la base et la monture, c'est le lien entre l'arme à feu et le système de visée. Donc, même si on a mis beaucoup d'argent sur un des deux, si le lien entre les deux n'est pas fameux, ou c'est pas fait pour notre arme à feu, on ne sera pas précis, on va avoir de la misère à faire notre grouping comme il faut. Exactement, il va y avoir des effets quand même de précision considérables. Quand on était jeune, on faisait l'association souvent d'avoir une superbe voiture dispendieuse, mais avec des pneus bon marché. Donc, il y avait comme un anachronisme qui ne fonctionnait pas. Donc, tu nous recommandes de ne pas lésiner sur la qualité des bases et des montures. Il y a des différences de qualité là-dedans? Oui, il y a différentes qualités, plusieurs marques. Je suis pas prêt à dire qu'il y a des marques mieux que d'autres. Il faut y aller avec le calibre qu'on a quand même. Oui. Je ne mettrais pas le même budget sur base monture pour une 22 Magnum que sur une 300 WSM ou 210 WSM. Je vais parler de la plus connue, tu sais, la marque, mettons, comme Weaver. Okay? Oui, on voit qui ont une base, soit une pièce, 2 pièces. OK. Là, j'en ai emporté 2, là, mais chaque marque, chaque modèle a des systèmes de monture, qu'est-ce qu'on fixe sur la carabine, différentes. Je peux pas dire je vends ma carabine, puis pour ménager, je garde mes bases montures pour mettre ça sur ma future carabine. Ah, parce qu'il y a des chances que ça ne soit pas compatible. Oui, les chances sont énormes. Ah oui, ouais, à ce point-là. À ce point-là. Les trous qui sont sur les bases, qui vont avec la carabine, n'ont pas toutes la même distance, n'ont pas toutes la même grosseur de filet non plus. Donc, il y a une communication qui se fait entre le fabricant de l'arme à feu et la compagnie qui fabrique la base et la monture pour que les vis de la carabine puissent s'ajuster directement à la base. Oui. Pour se démêler avec ça, parce que c'est juste des petits numéros qu'on a sur les bases, sur les emballages, il y a des chartes qui existent. J'ai une Remington 7600 de telle année, je devrais prendre tel numéro de base. OK. En ayant des montures dans ce style-là, il faut y aller aussi avec des montures qui se fixent avec ce type de rail-là aussi. Oui, OK. Je ne peux pas prendre une monture style le Paul, Dovetail, qui vient fixer. Eux autres aussi, ils ont chacun leur base. Mais ça, c'est une monture de qualité, plus haut de gamme, avec des vis torque aussi. Ah oui. Souvent, on met un Loctite entre la carabine et la monture, mais un Loctite pas permanent. OK. Mais lorsqu'on visse notre télescope dans la monture, on a quand même un certain nombre de livres à respecter pour ne pas briser non plus notre système de visée. Absolument. Et ça doit être quand même manipulé. Je ne veux pas t'interrompre, mais moi, quand j'envoie mon arme à feu, par exemple, chez une boutique spécialisée qui vont me poser mon télescope, ma base et ma monture, c'est quand même un travail de minutie, choisir les bons outils, parce que je ne veux pas voir mon arme esquintée ou graffinée par une mauvaise manipulation lors de la pose. Et il faut penser aussi long terme. Si quelqu'un le fait lui-même, ou il faut penser qu'on met 2 morceaux de métal un par-dessus l'autre, moi, je ne veux pas que ça rouille, là. Je veux pas que quand j'enlève ça, que ça paraisse. Avec un petit peu d'huile, juste pour dire entre les deux systèmes. Des bons trucs. On a aussi des systèmes. Il faut choisir aussi la grosseur de notre télescope. Ben oui, parce qu'il y a des télescopes, il y a des gros tubes, d'autres des plus petits. On va dire le télescope de type,
on va dire plus régulier, Ouais, avec standard. un tube de 1 pouce. On prend les montures en conséquence. Et on a des montures avec 30 mm de tube pour Ah des oui, télescopes plus plus gros. La quantité de vis aussi qui tient. Mais plus qu'on grossit la monture, plus qu'on rajoute du poids. Il faut aussi penser à la hauteur pour pas que notre télescope touche à notre canon non plus. Fait qu'il faut vraiment choisir les bonnes bases, les bonnes montures pour être performant. Puis que lorsqu'on utilise notre appui-joue, qu'on voit parfaitement dans notre système de visée. OK, parce que la séquence normale, c'est qu'on s'achète une arme, une carabine. Ensuite de ça, on choisit notre système de visée. Et ensuite de ça, pour réunir les deux, c'est là que tu vas dans ta charte et tu vois le type de base qui est offert pour le type de lunettes versus ton arme. Il y a certaines compagnies qui font des une pièce. La compagnie Browning font faire le base, monture, une pièce. J'ai, pour Browning X-Bolt, je sais que j'ai tout en une pièce, que je suis capable de fixer. Fait une affaire de moins qui peut bouger. Depuis quelques années, on voit beaucoup apparaître ce genre de rails sur certaines armes à feu parce que les gens sont capables d'y apposer comme d'autres accessoires. Es-tu au courant de ça? Oui, souvent, il y en a même sur le côté parce qu'il y en a qui des armes plus tacticales ou ils veulent mettre un laser, une lampe frontale, différents types de systèmes de visée qu'on peut rajouter à notre télescope. Parce qu'on voit souvent ça dans les séries policières, les armes utilisées par les forces de l'ordre. Ils ont toutes sortes de choses de branchées et on voit souvent apparaître ce genre de rail-là. Même sur les arbalètes, sur les côtés, en dessous aussi. Puis, il existe aussi la fameuse monture pour les petites rails de 22. Ah, ben oui. On n'a pas de rail avec des coches, que c'est vraiment juste deux rainures qu'on vient serrer chaque côté. Très intéressant, Vincent. Si vous n'avez pas le courage ou la possibilité de faire ça vous-même, amenez-le chez votre spécialiste qui se fera un plaisir de bien poser votre lunette pour vous. Ben nous, Vincent, on s'en va voir notre reportage de chasse aux dindons sauvages avec Pascal et Nathaniel. Nous sommes dans la région de Montmagny ce matin, exactement à Berthier-sur-Mer, pour une chasse aux dindons sauvages avec le service de guide Marc Harvey. Ce matin, j'ai l'occasion d'avoir Nat avec moi. Oui, pour monsieur. Une chasse aux dindons. Yes, sir. Ben oui, ça va être malade. Écoute, on est venu prospecter hier soir avec Marc Harvey. Puis écoute, on a vu 2 ou 3 tomes, si je me souviens bien. On a vu un Jake aussi qui était à l'orée du bois. Puis écoute, c'était vraiment beau. De vrai, ça va être malade. Super, Nat. On est là pour faire une belle expérience. Yes. C'est ton initiation, tu vas voir. Oui, monsieur. On s'occupe de toi. On va avoir vraiment du fun aujourd'hui. Parfait. Les conditions sont magiques. Il n'y a pas de vent ce matin. Ça va être les dindons, on va les entendre. En tout cas, je crois qu'on va avoir une belle chasse. Yes! Eh ben super! Hey Nat, on a trouvé une belle place. C'est naturel ce matin. La stratégie, on ne mettra pas de tente, OK? On va vivre l'expérience totale. Il y a une nappe qui est tombée, on va se cacher en arrière. L'idée, là, Nat, là, c'est qu'il ne faut pas bouger, OK? Puis on va s'accoter. Puis après ça, on va mettre les appelants. Les appelants, on va les mettre à 20 mètres, OK? Pour avoir un bon indicateur pour le tir. On va t'expliquer ça tantôt. Donc, s'il n'y a pas de barbe, on ne tire pas. Parfait. J'ai entendu dire qu'il y avait des femelles à barbe. 10 des oiseaux, 10 des femelles peuvent avoir une barbe. OK. Puis ça, comment que tu les distingues quand ils sont à 20-30 mètres? Je comprends écoute, que tu as des jumelles. C'est assez facile. Le mâle, là, il est plus foncé. Il a la tête rouge, bleu, blanc. OK. Là, on voit bien comme il faut là, que c'est un mâle. OK. Puis en plus, il fait sa parade. Ah, OK. Fait que là, il va se gonfler. Exactement. OK. Parfait.
c'est qu'une femelle. Ouais, check bien ça, regarde. Je vais la refaire. Je vais recaler. S'il fait ça, laissez où je suis. OK. Là, on le laisse faire. Écoute bien ça, regarde. On peut tirer sur un oiseau qui a une barbe. OK. La réglementation, c'est les oiseaux à barbe. Donc, aussitôt qu'il y a une barbe, on peut tirer. OK. Toutefois, un mâle, c'est bien caractéristique parce qu'il a la tête rouge, bleu, blanc, il est plus foncé, puis il va faire sa parade. OK. Là, rapidement, on peut identifier le mâle. OK, OK. La carte est partie. Ah ouais? C'est important, Nathaniel, quand tu arrives à chasser au dindon, d'avoir plus qu'un call. Parce que souvent, tu fais un call, puis le dindon ne rentre pas. Parce que le son n'est pas bon. Donc, il faut changer d'appôt. Okay. C'est pour ça que moi, j'ai toujours différents appôts. J'ai 4 ardoises, puis les 4 ardoises font des sons différents. Ça, c'est des ardoises. On a aussi des boîtes qu'on peut imiter le dindon. Tu peux en prendre une? Écoute, au Québec, là, on a des zones qui sont, on a droit à un dindon. Okay. Les zones à un dindon, c'est la zone 3, où on est aujourd'hui, la zone 11, la 12, la 13, la 15, la 26 puis la 27, donc tous les chasseurs. Ça, la chasse commence le 29 avril en 2022 et finit le 10 mai. OK. Tandis que les zones qui ont plus de dindons, il y a plus une grande abondance de dindons, la chasse commence le 29 avril et va se finir le 23 mai prochain. OK. Donc la chasse est plus longue. Donc ça, je parle des zones 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là. OK. Puis la zone 10 de chasse. Nathaniel, je te propose une autre opportunité. Ça fait quand même 5 heures qu'on chasse, là, on ne voit rien. Il y a beaucoup de vent. On prend un dindon, on s'en va dans le bois. Un trip là, à chasse fine. Donc, on a des chances d'avoir peut-être des femelles, peut-être un mâle, on ne sait pas. Ça te tente-tu? Bien, c'est sûr. Puis là, dans le fond, on marche, on essaie de les localiser. Quand on les trouve, toi, tu vas me caler si c'est une femelle ou un Jake. Oui, c'est moi qui donne la shot. Tu vois, si on peut tirer la distance et si c'est vraiment un mâle. OK? C'est moi qui donne la shot. On prend un dindon, puis on s'en va directement dans le bois. Super, ça part. Ça, c'est un Jake sûr. Oh, oui, sa tête a ressorti le rouge. Bleu, c'est... Ce qui est le fun à faire, Nathaniel, c'est que là, c'est pas foutu dans le champ. On se promène dans un chemin en plein milieu forestier. On a la possibilité d'en voir. On a vu 3 à date, là. 2 femelles, un mâle. Les femelles, on l'a approché de 3 pieds. Donc, la chasse fine se fait au dindon. Je savais pas ça. Ça se fait au dindon, mais c'est plus difficile. En début de journée, on fait ça dans les champs. On reste fixe, mais après ça, quand on voit que ça ne bouge pas, on se déplace. Puis on essaie de créer des opportunités. C'est l'objectif, là. On voit qu'au bout du rang, il y a un truck. Puis lui, il est parké là, ça fait quand même un petit bout. Est-ce que c'est quelque chose qui peut nuire à notre chasse? Bien, ta question est bonne, là. Les camions en mouvement, les autos en mouvement, oui, ça peut nuire à notre chasse. Puis les dindons vont fuir. Mais un camion stationné là-bas, il n'y a aucun problème. Parce que le dindon n'a pas de mémoire visuelle. C'est-à-dire que, exemple, une tente de dindon, tu mets une tente en plein champ, mais le dindon peut passer à côté de la tente là, sans problème. Puis même si la tente n'était pas là le jour avant? Exactement. Parce qu'elle, elle ne se souvient pas de ce qu'elle avait vu le jour avant. Elle n'a pas de mémoire visuelle. Par contre, le dindon, il a une mémoire auditive. Si ton son n'est pas bon, exemple, le call ne marche pas sur le dindon, ou tu fais le call, puis tu fais un mouvement, puis le dindon se sauve, le lendemain, il ne refait pas le même call, il ne reviendra jamais. Change d'ardoise. Ah ouais, change d'ardoise. Une dingue qui est montée, je ne sais pas si c'était une femelle.
Non? Tantôt, là, le mâle, là, OK, j'ai calculé, j'ai fait l'analyse, là, on était ici, il était exactement à 60 mètres. Donc, notre décision était excellente. Là. De ne pas pas prendre tirer. le shot. J'hésitais, mais on a bien fait la décision. C'était super bonne, là, on était trop loin, au moins de 20 mètres. Là. C'est sa limite. Il aurait fallu approcher encore un bon 20 mètres. Là. Mais sincèrement, là, on a eu un méchant trip. Ouais. À chasse fine, là, quand tu décolles des femelles à 10 pieds, puis une à 3 pieds, c'est malade. puis tu vois un Ça, mâle c'est qui bouge pas, immobile, puis tu regardes, puis là, tu es hors portée, bien sûr, là, mais il manquait 10 pieds. Hey, méchant bon trip. C'était hot en tabarnouche. Nathaniel, on a passé une avant-midi exceptionnelle. Écoute, on a fait un bon 5 heures de chasse à l'affût dans le bois. On a chanceux de trouver un arbre qui était tombé, on s'est caché en arrière, c'était un setup parfait. Nos dindons étaient bien disposés. On a fini ça par 1 heure et demie de chasse fine. Hey, on a eu du fun un peu, hein? Mais, c'était malade. Deux femelles assez proches avec un beau mâle, là. Il était quand même un peu loin, 60 mètres, là. On ne peut pas tirer. Donc, on a pris une excellente décision. Pour le prochain matin, peut-être on va avoir la chance de le récolter. Tu as pris ce matin? Une expérience, ben oui, c'est sûr. C'est le fun. Ben écoute, je t'invite une prochaine fois. Puis, l'important, c'est de rester à l'affût. Yes! Un beau reportage de chasse, mais une chasse bredouille, est-ce que c'est inhabituel? Bien, pour en parler, je suis avec Vincent, notre spécialiste. Salut Vincent. Bonjour Sylvain. J'aime ça un peu dans le sens que les gens qui pensent qu'une chasse au dindon, un oiseau qui est abondant, on en voit partout, la chasse doit être facile, ces gars-là ont travaillé relativement fort. Ils ont changé de technique de chasse en cours de route et ça a été plus difficile qu'ils pensaient. Oui. C'est sûr que ça arrive des matins qu'on a des réponses au loin qui sortent pas. Des fois, je me dis, bon, j'ai mal fait ma prospection. Mais si la prospection est bien faite, on se dit toujours, je l'ai vu se percher dans tel arbre, je l'ai vu rentrer dans tel coin, ça va être facile demain matin. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Il peut se passer plein d'autres choses, des animaux, peu importe. Et la façon que Pascal m'expliquait ça, parce que Pascal Allary, dans le reportage, est un excellent chasseur de dindons depuis les tout débuts qu'on a le droit de chasser le dindon au Québec, qui pratique cette chasse-là. Donc, une expertise quand même non négligeable. Il me disait que la façon que les individus lui répondaient, il savait par exemple que les mâles étaient accompagnés d'une femelle, qui était déjà en période de reproduction vraiment là, intense, qui fait que leur appel n'avait pas la même attrait pour un mâle, par exemple, solitaire, qui se cherche une compagne. Le mâle était déjà avec ses femelles, qui fait qu'il n'était pas comme tenté de venir à ses appels. Et c'est pour ça qu'il a expliqué qu'ils n'étaient pas venus le matin et qu'ils ont dû changer de technique de chasse en cours de route. Écoute, le mâle, il est perché dans l'arbre avec 5 ou 6 femelles, puis nous autres, on imite une femelle. Mais oui. Pourquoi qu'ils se déplaceraient? On a plus de chances quand ils sont plusieurs mâles ensemble, l'esprit de compétition arrive, puis là, c'est là qu'on est capable de chasser. Il était dans zone 3, c'est une zone qui est moins productive un peu en dindon. On a juste droit à un le printemps, puis c'est notre premier. On ne peut pas chasser notre deuxième sur notre permis en zone 3. Tu as droit seulement qu'un dindon, en effet. Puis il n'y a pas de chasse d'automne aussi. C'est une zone qui monte tranquillement. Il y a de plus en plus de dindons, mais souvent, les hivers sont plus durs dans zone 3 qu'on va dire dans le coin de l'Estrie. Donc, ça peut prendre plus d'années avant que la population s'établisse, parce qu'il y a certains hivers plus rigoureux que d'autres, et on prétend que près de 30% de la population qui périt durant l'hiver. Donc, c'est un oiseau qui est quand même relativement fragile face au climat. Et j'ai aimé dans le reportage que Pascal, à un moment donné, il va mettre sur une bûche différents appos, parce que justement, il disait que si une vocalise ne fonctionne pas, peut-être qu'une autre ardoise, la vocalise, celle-là, va fonctionner. Donc, de ne pas se gêner, de diversifier un peu nos appos, d'en emmener plus que moins, pour qu'éventuellement, on trouve la bonne note qui va faire en sorte que l'oiseau va être rapproché. Moi, j'aime bien avoir plusieurs bâtons avec différentes essences de bois, synthétiques ou pas. C'est là que je vais chercher mes différents sons. Oui, j'ai 2 ardoises différentes
avec des conceptions différentes. Mais j'aime bien, je pense que j'ai 6 ou 7 bâtons dans ma veste pour pouvoir faire différents sons facilement. Oui. Parce que des fois, ils ne répondent pas à un son. Change de son, ça s'en vient quasiment à la course. C'est quand même impressionnant, Ouais. la façon de changer peut-être de tonalité, puis l'oiseau va Ouais. tout de suite répondre. Ils n'ont pas parlé de diaphragme, entre Ouais. autres, là, la genre de membrane qu'on met dans la bouche. Et ça, ben, ça prend quand même pas mal d'heures de pratique Ouais, avant ouais, d'avoir ouais, la ouais. bonne. Souvent, le diaphragme, un chasseur seul, c'est facile on l'utilise beaucoup parce que lorsqu'on est épaulé, ben, on ne peut plus jouer avec nos appelants. Lorsqu'on chasse en équipe, si le chasseur a juste son fusil à tenir, puis le deuxième, le guide ou le deuxième chasseur assis avec, encore la chance d'avoir les 2 mains libres pour Exact. utiliser des ardoises. J'ai toujours trouvé qu'un son d'ardoise était plus beau qu'un son de diaphragme. OK. Bon, et je suis content de ce commentaire-là. Puis je veux avoir aussi ton avis sur, à un moment donné, ils ont changé de technique de chasse. Ouais. Ils ont arrêté d'être à l'affût. Et là, ils ont décidé de partir avec un appelant, leur fusil, et puis de prendre le chemin du bois. Une technique américaine, souvent que certains chasseurs de dindons, nos voisins du Sud, vont appeler le run and gun. Ouais. C'est-à-dire, on marche avec notre fusil, puis on tente de localiser Ouais. les oiseaux. Ça ne doit pas être évident. C'est une technique que je trouve très dure parce qu'on pense toujours, on marche, on cale, on a une réponse. On pense toujours qu'il est plus loin. Puis là, on se dit, on va continuer. Finalement, il nous a vus, on les voit partir à la course. Aussitôt qu'on a une réponse, il faudrait dire go, on se trouve un arbre, on s'assoit, on se camoufle, puis on continue à caler au lieu d'essayer de courir après. Ouais. Parce qu'il y a des oiseaux qui ont une vision quand même très perçante. Ouais. Et cependant, il faut quand même être bon joueur. Pascal et Nathaniel ont vu Oui. du gibier, ont vu un Jake qui appelle un mâle immature avec ses femelles à l'intérieur de la forêt. Ils ont presque eu la chance d'avoir un coup de feu, mais Pascal a évalué la distance comme étant un peu trop longue. Au lieu de blesser l'oiseau, Oui. risquer de le blesser. Donc, ils ont pris quand même une bonne décision. Mais ça a été quand même un bon reportage. Merci beaucoup, Vincent, de m'avoir Plaisir. accompagné à le commenter. Alors, eh bien oui, une autre de vos émissions préférées qui tire à sa fin. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'espère que le reportage vous a plu. On remercie Pascal Allary et Nathaniel Leduc pour leur chasse au dindon. Et nous, ben, comme à l'accoutumée, on vous rappelle que on doit rester à l'affût.